Épisode 102, faire sa vie à l'étranger. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode et je suis encore une fois en compagnie d'Ingrid aujourd'hui. Salut. Ingrid, il me semble que tu es un peu malade. Oui, un petit peu. Là, c'est début octobre, donc en France, il y a les rhumes, les angines et j'y ai pas manqué. Donc voilà, désolée si ma voix est un peu chancelante. En tout cas, j'essayerai de faire au mieux. Qu'est-ce que ça veut dire une voix chancelante ? C'est qui tient pas vraiment droit, voilà, qui est proche de tomber. On peut dire aussi qu'on a la voix cassée quand par moment ça bug en fait. Donc je vais faire au mieux, mais c'est possible qu'à un moment ça vous fasse un peu mal aux oreilles. Désolée. Et moi, comme je suis un chef tyrannique, je force mes employés à travailler même quand ils sont malades. Donc voilà, vous en avez la preuve. Alors, on a choisi l'expression « faire sa vie » aujourd'hui dans le titre de l'épisode. Qu'est-ce que ça veut dire « faire sa vie » ? Comment on pourrait expliquer ça ? Faire sa vie, c'est tout simplement s'installer, s'intégrer, être quelque part comme si c'était chez soi et là où on a toutes ses habitudes. En français, on utilise beaucoup « faire » pour tout, non ? C'est vrai, c'est vrai. Et on a aussi l'expression « refaire sa vie » quand on a un événement important qui s'est passé dans notre vie, peut-être une rupture amoureuse par exemple, et qu'on doit recommencer quelque chose, recommencer une nouvelle histoire, ou alors apprendre à vivre sans son compagnon ou sa compagne. On peut dire qu'on refait notre vie. Je refais ma vie. Ouais, c'est vrai. Donc nous, on ne va pas parler de relations amoureuses aujourd'hui, mais d'expatriation plutôt, parce qu'on a dit faire sa vie à l'étranger. Donc on a choisi le terme d'expatriation et pas immigration ou installation, parce qu'on va parler de nos exemples personnels. Et en particulier, on va répondre à des questions que vous nous aviez envoyées pour l'épisode 100, et qui concernent cette expérience en fait, de l'expatriation. Est-ce qu'on rappelle la différence entre expatriation et immigration ? T'avais fait un épisode dessus, non ? Ouais, c'était l'épisode 81. Tu te rappelles de tous tes épisodes comme ça ou tu l'as révisé ? Non, j'ai révisé. On a bien préparé cet épisode, forcément. Non, je connais pas tous les numéros d'épisodes par cœur. D'ailleurs, je me souviens pas non plus de ce que je dis dans chaque épisode. Donc là, je l'ai relu un peu avant qu'on enregistre. Et c'est vrai que l'expatriation, en général, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'un pays occidental, d'un pays riche, et qui déménagent dans un autre pays pour une opportunité professionnelle ou alors pour vivre quelques mois à l'étranger, vivre de nouvelles expériences. Alors que l'immigration, en général, c'est plutôt parce qu'on a des contraintes. C'est pas forcément un choix, mais plutôt une contrainte. Par exemple, si on vit dans un pays extrêmement pauvre, qu'il n'y a pas de travail, on est contraint de déménager à l'étranger, d'aller dans un pays un peu plus riche, tout simplement pour essayer de survivre. On parle aussi de plus en plus de migration climatique, donc qui sont liées au réchauffement climatique et à tous ces changements qui font que de plus en plus de régions sont inhabitables et donc les habitants sont obligés de quitter leur pays d'origine. Encore une fois, pour survivre. Et c'est vrai que, du coup, immigration, expatriation, il n'y a pas vraiment de définition officielle qui les différencie, mais nous, quand on parle d'expatriation, comme on parle de quelque chose qui est choisi, on parle d'une position un peu privilégiée où il y a la possibilité de partir, revenir, aller dans plusieurs pays différents, etc. Ça peut être dans le cadre des études, ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse ou encore de vouloir avoir une expérience professionnelle à l'étranger, mais sans être un peu forcé, d'être déraciné, etc. Donc voilà, c'est sur ce côté-là qu'on voudrait insister, sur des expatriations ou des immigrations choisies avec des possibilités de le faire dans des bonnes conditions. Oui, et justement, nos expériences personnelles, c'était plutôt des expatriations. Moi, comme vous le savez, j'ai vécu à Londres pendant mes études et maintenant j'habite en Pologne. Ça fait 7 ans que j'habite en Pologne. Et toi, Ingrid, c'est quoi tes expériences d'expatriation ?
Alors du coup, moi j'ai vécu au Pérou pendant longtemps, je suis revenue il n'y a pas longtemps et j'ai été à Séville pendant un semestre qui était moi c'était pour travailler, mais mon copain allait étudier là-bas, donc je l'ai suivi et j'ai dû trouver du travail, etc. Donc le Pérou et l'Espagne. Ok. Et t'es resté combien de temps en Espagne? 6 mois. 6 mois. Une demi-année quoi. Ok. Et ça c'était avant ou après le Pérou? Au milieu. Ok. Donc j'ai vécu quelques années au Pérou. J'ai eu une coupure, je suis allée en Europe et puis après je suis retournée au Pérou par la suite. Ok. Alors, pour commencer, on va répondre peut-être à la question de Claudia. Donc Claudia du Pérou nous a envoyé une question quand on a fait l'épisode sur l'épisode 100. Donc on a gardé cette question précieusement pour maintenant. Allez, on l'écoute tout de suite. Bonjour Hugo et toute l'équipe de Inner French. Je suis ravie que vous fêtiez votre anniversaire bientôt. Vous avez de quoi célébrer car je suis une de vos followers depuis l'année 2019. Je suis tombée amoureuse de la voix calme et rassurante de Hugo qui à tout moment m'a encouragée à parler français sans avoir peur des erreurs. Je m'en souviens à ce moment-là, je ne pouvais pas finir une phrase entière. 3 ans après, ma vie a radicalement changé car j'ai déménagé en France avec ma petite famille. Ma question est la suivante. Comment vous vous êtes rendu compte que votre vie à l'étranger, qui n'est pas bien sûr votre lieu de naissance, est le choix correct? Je suis curieuse. Nous sommes parmi une minorité de courageux qui partent vivre à l'étranger. Bon, merci et félicitations encore, Claudia du Pérou. Merci Claudia pour ta réponse. Désolé, j'ai écorché ton prénom. C'est vrai que j'ai complètement oublié la prononciation espagnole. Alors, moi, en fait, comme je l'avais raconté dans cet épisode sur l'expatriation, j'ai pris cette décision un peu sur un coup de tête. Un coup de tête, c'est donc quand on prend une décision de manière qui n'est pas très réfléchie, de manière assez impulsive. Moi, j'ai déménagé en Pologne sur un coup de tête pour suivre mon meilleur ami, pour tenter une aventure entrepreneuriale. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune ou même pendant mes études, je me disais pas « Ah, il faut absolument que je vive à l'étranger plus tard ». Je rêvais pas d'être expatrié. En fait, je pensais plutôt que j'allais rester en France. Quand j'ai fait mon échange étudiant à Londres, j'ai vraiment adoré, mais après, j'étais assez content de rentrer en France, de retrouver mes petites habitudes, etc. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler à Paris, je me suis vraiment dit que j'allais rester à Paris maintenant que ma vie était là. Et c'est justement ça, en fait, qui m'a poussé à m'expatrier, parce que quand mon ami m'a fait cette proposition, je me suis dit que c'était le bon moment. Parce que si je restais plus longtemps à Paris, j'avais peur en fait de plus pouvoir en partir et de jamais déménager, de jamais avoir cette expérience de vivre à l'étranger. Donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais et j'ai suivi mon ami. Mais c'était une décision qui était plutôt impulsive. Mais quand tu es parti avec ton ami, tu pensais déjà que tu allais rester ou tu pensais que tu allais rester un petit moment puis rentrer à Paris ou en France après? J'avais pas de plan particulier, mais comme on voulait créer une entreprise, c'était quand même pour quelques années. Et voilà, je m'étais pas fixé de limite. Je m'étais pas dit bon, c'est pour 3 ans et je rentre. Simplement, je m'étais dit que j'allais essayer pendant 1 an et que si au bout d'1 an ça marchait pas du tout, là je rentrerais. Mais finalement, au bout de 3 mois, il s'est avéré que ça marchait pas. Et j'ai quand même décidé de rester parce que ça me plaisait en fait d'être à Varsovie. J'avais envie d'essayer un peu plus, on va dire, de rester un peu plus longtemps. Et j'ai trouvé des moyens pour ça. Et c'est comme ça notamment que j'ai fini à l'Institut français. Mais c'était pas prévu. Et on en parlera plus tard d'ailleurs. Mais bon, je sais pas pour combien de temps je vais rester en Pologne. Certainement pas pour toute ma vie, en tout cas. D'accord, teasing. Sachant que moi non plus, je ne sais pas ce que tu vas me dire à la fin, donc j'attends avec impatience. Ouais, mais en tout cas, on a un petit peu, on n'a pas du tout la même expérience, mais par contre, je vois un dénominateur commun, c'est un peu la peur de rester toute sa vie à Paris. Moi, c'est vrai que je suis partie au Pérou et en général en Amérique latine parce que je voulais voyager en Amérique latine.
en gardant mon appartement à Paris. Donc, j'avais pas prévu de partir sur le long terme, mais j'avais aucune envie de rester à Paris. Mais vraiment, c'était une angoisse totale et je suis partie en me disant il faut que je voyage, il faut que je vois autre chose. Je reviendrai, je ne sais pas quand. Je suis partie avec un billet aller et pas de billet de retour. Et au final, à l'opportunité que j'ai eue de construire quelque chose avec quelqu'un au Pérou, je l'ai saisie sans penser ah mince, ma vie est en France. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment ma vie n'allait pas être en France, au moins pour un moment. Quand je voulais partir du Pérou, ça m'est arrivé de me dire ah, j'aimerais bien, je voulais aller ailleurs, partout, sauf en France. Je me disais ah, j'irais bien en Colombie, ah, pourquoi pas vivre en Espagne, pourquoi. Mais jamais je me disais faut que je rentre en France là quand même. Donc voilà, au bout de quelques mois sur place, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était continuer à explorer le monde et pas retourner dans mon pays d'origine et encore moins dans ma ville, Paris, où je me sentais pas à ma place. Et parmi tes amis, notamment les amis que tu t'es fait pendant tes études, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont fait le choix de l'expatriation ou est-ce que tu étais plutôt une exception ? Il y en a pas beaucoup. Mais il y en a assez pour que j'ai des modèles ou des personnes avec qui parler. Au moins, j'ai un couple de mes meilleurs amis qui ont vécu à Londres pendant longtemps. Et j'ai une de mes meilleures amies, pareil, qui a énormément voyagé, qui habite en Écosse maintenant. Donc, c'était pas beaucoup de personnes. Ah oui, et bien sûr, ma petite sœur faisait des études dans le but de vivre sa vie comme expatriée. Elle bosse dans l'humanitaire. Donc voilà, ça me faisait assez de contacts pour ne pas me sentir perdue, mais c'était pas la majorité du tout. La grande majorité de mes amis sont en France, même encore à Paris. Ouais, moi c'est pareil. Alors qu'en école de commerce, pour avoir son diplôme, on est obligé d'avoir une expérience à l'étranger, que ce soit un échange ou alors des études. Donc tout le monde a fait cette expérience de vivre à l'étranger, mais parmi mes amis, je dirais qu'au moins 80% sont restés à Paris, finalement. Et ceux qui ont déménagé à l'étranger, c'était souvent parce qu'ils avaient des racines. Par exemple, j'ai un ami qui habite à Berlin maintenant, mais il est franco-allemand. Mon meilleur ami, donc, qui est d'origine polonaise, qui est rentré en Pologne. Quelques amis aussi, effectivement, qui se sont installés à Londres, parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'opportunités professionnelles intéressantes à Londres. On reste assez proche de la France avec l'Eurostar. C'était avant le Brexit, bien sûr. Maintenant, la situation a un peu changé. Mais globalement, les gens sont quand même plutôt restés à Paris, de mon côté. Ouais, comme quoi, on n'a pas juste suivi la masse. Effectivement. Alors, maintenant, on va parler un peu de l'installation, des premiers pas, on peut dire, à l'étranger, du début, et en particulier des premières semaines, quand on arrive sur place et qu'on a plein de choses à gérer, de démarches administratives, etc. Et pour ça, on va écouter une autre question, il me semble. Alors, on va plutôt lire. Donc, parmi les questions qu'on a reçues, il y en a beaucoup qui étaient aussi écrites. Donc, là, en fait, pour introduire cette partie, on va répondre à la question de Safa. Donc, on va d'abord parler de nous, mais Safa se demandait si, pour s'installer en France, car elle voudrait s'installer en France dans un an, si c'est difficile quand on ne s'exprime pas forcément bien, ou si c'est complètement... est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une solution radicale pour réussir à parler une autre langue que de s'installer dans l'autre pays ? Alors, c'est une bonne question et c'est vrai que c'est assez difficile d'y répondre. Je me rends compte qu'en Pologne, il y a de plus en plus de choses qui sont traduites en anglais au niveau administratif. Donc souvent, sur les sites officiels, on peut choisir la version anglaise, mais je me suis aussi rendu compte que souvent, dans la version anglaise, il y a 10 fois moins d'informations que dans la version polonaise, ou alors c'est une version très simplifiée. Et par exemple, sur la version polonaise, on peut réserver un rendez-vous, etc. Et si on passe sur la version anglaise, c'est simplement des informations générales, mais il n'y a pas la possibilité de parler à quelqu'un ou de prendre un rendez-vous. Je ne sais pas trop comment c'est en France, mais d'après ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que c'est encore assez limité.
et que si on parle pas français, ça reste très compliqué. Ouais, donc c'est pour ça, je pense que c'est comparable, pour moi en tout cas. Au Pérou, clairement, tout est en espagnol. Et maintenant, je vois en plus, maintenant que je suis en France pour un temps, c'est à peu près la même chose, quoi. Il y a quelques options, il y a quelques personnes qui parlent anglais, mais de manière générale, la vie se fait dans la langue locale. En France, en français, en Amérique latine, en espagnol. Et voilà, peut-être que dans les pays de l'Est de l'Europe, il y a un peu plus de traduction. Je sais qu'ils sont quand même un peu meilleurs en langue et en anglais. Un peu moins fiers de leur langue, peut-être, c'est le problème du français. Un peu plus pragmatique, un peu plus pragmatique, un peu plus dans l'envie d'accueillir les gens qui viennent. Donc voilà. Donc pour les premières démarches qu'on doit faire quand on arrive dans un pays, ou même avant de partir finalement, j'avais pensé qu'on pouvait parler très rapidement du visa. Alors, toi, est-ce que tu avais déjà dû faire un visa Si, je pense qu'on avait dû demander un visa, mais c'était seulement à la frontière. Donc, on l'obtenait immédiatement. Mais sinon, c'est vrai que dans l'Union européenne, il n'y a pas besoin de visa si vous êtes citoyen de l'Union européenne. Donc ça, c'est très pratique. Mais bon, si vous êtes citoyen de l'Union européenne, vous le savez déjà. Mais par contre, si vous n'êtes pas originaire d'un pays de l'Union européenne, là, pour travailler ou étudier en France, vous allez avoir besoin d'un visa. Donc, c'est bien de se renseigner avant. C'est un visa de long séjour valant titre de séjour pour la France. Je le sais, j'ai dû m'occuper de ces papiers pour mon copain, du coup. Et moi, j'avais eu aussi à faire un visa quand j'ai voulu m'installer au Pérou. Donc, moi, j'étais déjà sur place. Quand on veut rentrer comme touriste, il n'y a pas de problème. C'est un visa de 3 mois juste en tamponnant le passeport. Par contre, pour rester plus longtemps, j'ai eu la chance parce que j'ai pu faire un visa de journaliste auprès du ministère des Affaires étrangères, il me semble. Mais donc, j'avais été aidée à ce moment-là par un réseau. Donc, voilà, c'est quelque chose que je conseille dans tous les cas. C'est si c'est possible, de vraiment faire les papiers avant de partir, notamment pour la France. 2, bien se renseigner sur les conditions, parce que au Pérou, par exemple, moi, un visa de travail, ça aurait été très difficile à obtenir comme ça. Et je sais qu'en France, il y a des surprises. Par exemple, quand on arrive, il faut payer, alors que quand on fait toutes les démarches, c'est pas forcément spécifié. Et mon 3e conseil, ce serait de se rapprocher de personnes qui font les mêmes démarches. C'est vrai que ça aide beaucoup. Et en général, on peut trouver sur des forums, des groupes, il y a toujours moyen de trouver des concitoyens qui veulent partir dans le même pays que soi et de se dire alors, ils t'ont dit quoi ? Parce que c'est beaucoup d'emails, beaucoup de coups de téléphone. Donc, si on peut être 2 ou 3 à le faire ensemble, c'est toujours bien pratique pour se donner les infos. C'est vrai. Dans les groupes Facebook, notamment, il y a beaucoup de groupes Facebook, par exemple les Américains à Paris ou des choses comme ça, où les gens échangent des informations et c'est des informations qui sont toujours à jour parce que c'est ce que les gens sont en train de vivre, les démarches qu'ils sont en train de faire. Notamment, si vous avez écouté l'interview que j'avais faite avec Damon Dominic, lui, il a fait plusieurs vidéos sur sa chaîne dans lesquelles il montre tout le processus pour obtenir un visa, pour renouveler son visa ensuite. C'est assez drôle aussi parce qu'il se filme au téléphone avec les conseillers et bon, on voit un peu toute... comment on peut dire ça de manière politiquement correcte, tout le professionnalisme de l'administration française. Ça me fait toujours penser à cet épisode du dessin animé Astérix et Obélix, les 12 travaux d'Astérix. Si vous l'avez pas vu, il y a des vidéos sur YouTube, c'est trop drôle. C'est vraiment l'illustration de l'administration française. Astérix qui doit réussir à trouver un formulaire et c'est ridicule tous les pas qu'il faut faire. Ouais, il est dans un labyrinthe administratif où il doit aller d'une personne à l'autre pour obtenir un formulaire, pour obtenir un autre formulaire qui n'existe pas. Enfin bon, c'est trop bien fait. Ouais. Ça illustre bien Mais bon, je pense que c'est pas le cas simplement en France. Dans tous les cas, effectivement, c'est mieux de se préparer avant de partir parce qu'on est moins dans l'urgence, on a le temps de faire ses recherches, de traduire, on se prépare, on sait un peu à quoi s'attendre. Alors que quand on fait tout sur place, c'est vrai qu'on a énormément de choses à faire en même temps et du coup, c'est encore plus stressant. Notamment la recherche du logement. Donc ça aussi, on a fait un épisode dessus.
Mais c'est vrai que même si vous pouvez essayer de contacter les propriétaires, etc., avant d'arriver, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas faire les visites. Et en général, à chaque fois qu'il y a une annonce, il y a beaucoup de candidats qui viennent visiter. Donc, vous n'allez pas avoir la priorité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire uniquement une fois que vous êtes sur place. Donc, toutes les choses que vous pouvez faire avant, essayez de les faire avant. Oui, ce que vous pouvez faire avant, par exemple, c'est prendre une assurance, puisque les assurances, en général, il faut prendre celle de son pays d'origine. Bon, après, il y a peut-être des options suivant les pays, mais en tout cas, dans mon expérience, moi, je suis très mal placée parce que j'ai souvent été sans assurance. Mais ce n'est pas bien. Ne faites pas comme moi. Essayez de prendre une bonne assurance pour la santé, tout ce qui est basique, quoi, même éventuellement vos objets de valeur, qui seraient plutôt des assurances de votre pays, spécialisées pour soit les personnes qui s'expatrient, soit les personnes qui vont faire leurs études à l'étranger. Voilà. Donc après, ça, il y en a plein. Il faut bien chercher. Et pareil, pourquoi pas être en contact avec des personnes qui sont dans la même situation et qui peuvent donc vous aider à trouver la bonne solution. Ok, je pense qu'on a fait le tour un peu au niveau administratif. Oui. Après, il y a des détails, tout à faire sur place. Prévoyez que vous aurez une semaine, un mois où vous devrez peut-être prendre une banque locale, peut-être trouver une carte SIM locale, etc. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a énormément de banques sur Internet dont les services sont meilleurs que les banques traditionnelles. Et souvent, elles ont leur page en anglais, donc c'est plus facile d'ouvrir un compte. Elles ont des comptes aussi spéciaux pour les étudiants, etc. Je ne sais pas si elles en ont pour les étudiants étrangers, mais maintenant, bon, je ne vous apprends rien, mais on peut faire quand même pas mal de choses sur Internet, tranquillement à la maison, avec un traducteur à côté, dans la fenêtre d'à côté pour traduire tous les textes. Donc voilà, c'est assez pratique. Ensuite, oui, donc il y a cette question de la langue. Et donc toi, quand tu es arrivé au Pérou, tu m'avais dit la dernière fois que ton niveau d'espagnol n'était pas non plus extraordinaire. Il était nul, on peut le dire. Je comprenais rien. Je suis arrivée et je pensais comprendre un petit peu, mais en fait, j'avais suivi. Déjà, ça faisait une dizaine d'années peut-être, bon, peut-être pas autant, mais bref, ça faisait des longues années que j'avais pas pratiqué l'espagnol, ni même à l'école. C'est pas comme si je regardais des séries en espagnol ou je voyais beaucoup d'espagnol en général. Donc, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que mes pauvres cours d'espagnol européen du collège-lycée, ça servait pas en fait. Ça m'a servi plus tard, quand j'ai commencé à apprendre, à faire un effort. J'ai des bases qui sont revenues. Mais quand au début, t'arrives, ok, et voilà. Donc, c'était assez difficile. En plus, il parle assez mal anglais. Donc, parfois, quand il me parlait en anglais, je comprenais encore moins bien parce que du coup, je me disais, bon, c'est mieux de parler en espagnol très lentement, avec des gestes, qu'essayer de se mettre à l'anglais. Mais voilà. Et il faisait des efforts pour t'aider à comprendre ? Oui, ils font des efforts. En fait, finalement, c'est plutôt quand je suis arrivée à Séville, donc s'il y a des Espagnols qui m'écoutent, ils vont comprendre de quoi je parle. L'accent andalou est vraiment hardcore, et donc je parlais déjà, ça faisait déjà pratiquement 2 ans, je pense que j'étais, voire plus, que j'avais vécu au Pérou, je parlais bien espagnol. Mais là, j'ai eu une deuxième. Là, c'était plus frustrant parce que j'étais censée parler espagnol et je me disais, mais attends, c'est quoi ça ? C'est pas possible. Mais c'est grâce à l'accent andalou que j'ai vraiment perfectionné mon oreille. Là, maintenant, je peux tout comprendre, n'importe quel accent, même le chilien. Tout terrain. Ouais, tout terrain. Toi, en Pologne, comment ça se fait ? C'est encore pire pour toi. Ouais, quand je suis arrivé, c'était vraiment 0-0 et j'avais... quand les gens me parlaient, j'avais aucune idée de ce qu'ils racontaient parce que, contrairement à l'espagnol et à l'anglais où, c'est des langues qu'on apprend à l'école et en plus, il y a beaucoup de mots qui se retrouvent. Là, le vocabulaire polonais, c'était quelque chose de complètement différent et c'était impossible de deviner, vraiment. Il y a quelques mots qui sont repris du français, mais bon, c'est souvent des mots qui concernent le mobilier. Par exemple, le mot, je sais pas, sofa, mais c'est peut-être un mot anglais d'ailleurs. Je sais pas. Sofa, lampa, etc., etc. Mais bon, après, pour les mots vraiment du quotidien,
C'est très compliqué. Et donc, au début, j'étais complètement dépendant de mon ami, en fait. Et très rapidement, ça m'a énervé parce que dès que je devais faire quelque chose, il fallait qu'il soit avec moi, sinon je pouvais pas le faire tout seul. Et j'étais un peu dans cette attitude où je voulais pas parler anglais pour me forcer à parler polonais, mais comme j'étais à un niveau vraiment zéro, bah, c'était tout simplement pas possible. Donc la première année, ça a été assez compliqué. Et une fois que j'ai eu les bases, ne serait-ce en fait que de pouvoir dire « Ah, je comprends pas » ou « Désolé, je parle pas bien polonais », ça a permis de me mettre plus en confiance, en fait, en me disant « Bon, bah, peu importe la situation, je peux répondre quelque chose de manière un peu polie et ça va permettre de me sauver. Et la personne va passer en anglais ou alors elle va arrêter de me parler. » Mais voilà, une fois que j'avais un peu ces phrases de base, déjà, je me suis senti plus à l'aise. Cool. Et parce que souvent, on a ce débat sur qu'est-ce que ça veut dire que parler couramment une langue. Mm-hmm. Et moi, je pense que quand vous êtes capable, en fait, de vous débrouiller un peu dans toutes les situations, même si vous comprenez pas tout, mais que vous n'êtes pas stressé parce que vous pouvez dire « Ah, désolé, mais je comprends pas ce mot-là » ou alors « Ah, qu'est-ce que ça veut dire ?» Vous vous rapprochez, enfin, moi, c'est un peu ma définition de parler couramment, en fait. Quand, peu importe la situation, vous êtes capable de demander à la personne d'expliquer quelque chose. Voilà, vous n'êtes pas complètement perdu. Ouais, en fait. Je pense que le plus difficile, c'est comprendre. Se faire comprendre, on n'a pas besoin, voilà. Moi, par exemple, c'était ça qui était difficile au début au Pérou, c'était quand j'avais aucune idée de ce qu'on me disait. Et c'est vrai que j'avais cet avantage que je savais formuler une phrase d'un enfant de 5 ans. Et après, on a de la chance, c'est qu'aujourd'hui, on a des moyens qui peuvent nous aider. Par exemple, je me rappelle d'une fois, je voulais acheter des courgettes. Et alors, je ne savais pas dire courgettes. Et je sais pas, je trouvais des traductions sur le traducteur, mais en fait, c'était des traductions d'Espagne. Et en Pérou, il n'utilisait pas du tout le mot, donc on ne me comprenait pas. Et donc, j'ai montré une photo sur Google. Alors, au début, ils m'ont tendu un concombre. Et j'étais là, non. Pas pour manger froid, pas pour la salade, pour cuire. Et il y a une autre dame qui a dit non, elle veut dire ça. Et on a fini par... mais alors, sans l'image, j'aurais jamais réussi. Mais tu vois, on réussit. Au bout d'un moment, on a de la ressource. Et donc, pareil, ce que je conseillerais, c'est... qu'on soit au niveau 0 ou à un niveau où on n'a pas trop confiance, c'est tout essayer. Montrer des images, ne pas hésiter à très poliment dire « Pardon, est-ce que vous pouvez parler lentement ?» Des choses comme ça. Et comment on dit courgette en espagnol? Parce que je ne sais pas non plus. Bah, du coup, en Espagne, ils disent « calabacín ». Mais au Pérou, en fait, ils disent zucchini, le mot italien, ou alors ils disent zapallo italiano. Donc, en fait, il y en a pas beaucoup là-bas. Donc, et souvent, c'est comme ça. J'imagine que quand on va dans un pays anglophone, il y a aussi le problème de la culture. Donc, si on regarde un dictionnaire qui nous donne les mots d'Espagne, ça fonctionne pas toujours. Donc, voilà. C'est vrai. Tu vois, en polonais, c'est zucchinia. Donc, finalement, ça se comprend. Et c'est plus le mot français qui est bizarre, finalement. C'est parce vrai. que courgette... D'où ça sort? Je pense, ouais. Je pense que parmi les auditeurs, bon, maintenant on l'a traduit dans 3 langues, donc vous savez ce que c'est, mais quand Ingrid l'a dit pour la première fois, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissaient pas ce mot, surtout si vous vivez pas dans un pays francophone. Comment dire en anglais? Zucchini. Ah, aussi? Ouais, je crois. Bah, du coup, c'est... Or zucchini, je sais plus. J'aurais dû savoir, j'aurais pu, mais je savais pas le dire ni en anglais, ni en italien. Donc bon... Courgette. Donc ça, c'était plutôt sur la partie linguistique. Ouais. Et après, au niveau des chocs culturels, ça, je sais que c'est un sujet qui passionne les auditeurs. Toi, est-ce que tu as eu des chocs culturels au Pérou ou alors en Espagne? Ouais, plein. Donc, je vais pas tout dire ce qu'on pourrait faire. Je pourrais faire un épisode entier d'1 heure en parlant des différences entre les Français et les Péruviens ou les Latinos en général. Il y a beaucoup de choses qui sont communes à toute l'Amérique latine et je pense, après être allée en Andalousie, que c'est importé. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, les horaires et les rendez-vous en général. Moi, j'ai toujours été habituée en France, surtout à Paris,
à avoir un emploi du temps hyper chargé et à dire à mes amis, à ma famille, on se voit tel jour et prévoir des semaines à l'avance. Enfin, je sais pas, j'imagine que pour toi à Paris c'était pareil. Tu sais que tu vas dîner avec qui lundi, mardi jusqu'au vendredi, tu pars en week-end, etc., etc. Au Pérou, en fait, quand tu dis ouais, je t'appelle mardi, mardi on va au ciné, ça veut pas du tout dire que mardi on va au ciné. Ça veut dire j'ai envie de socialiser avec toi, donc socialiser. Donc je te dis que j'aimerais bien sortir avec toi, mais je vais pas du tout m'en rappeler, je vais pas du tout le noter. Et voilà. Et pareil sur les heures, si tu dis rendez-vous à 12h, ça veut dire qu'à 12h, la personne va t'appeler pour savoir si ça tient toujours. Donc, faut surtout pas... Qu'est-ce que ça veut dire si cette expression, elle est pas mal, si ça tient toujours? Si ça tient toujours, c'est si c'est toujours bon. Si le plan est toujours prévu et si on est toujours d'accord sur ce plan. Donc voilà. Après, j'ai appris, je me suis adaptée. Et ça fonctionne plutôt bien pour moi, finalement, cette façon de faire. Mais c'est vrai que ça a été une adaptation énorme, quoi. De pas arriver à l'heure qu'on avait dit, de pas penser que un je t'appelle, ça voulait dire je t'appelle pour de vrai, et ça évite des frustrations une fois qu'on s'habitue. Ça a été un gros truc. Et toi, j'ai entendu une anecdote similaire sur les Brésiliens, notamment à Rio, qu'apparemment une des phrases qui se disent souvent en partant, c'est on se voit à la plage. La plage à Rio fait des kilomètres et des kilomètres, et voilà, ils ne donnent pas d'heure particulière, donc bon, c'est quasiment impossible de retrouver quelqu'un à la plage, mais c'est plus une formule de politesse, ou alors ils se disent que peut-être ils vont se retrouver à la plage par hasard. Mais c'est vrai qu'en France, on est un peu plus formel au niveau des rendez-vous, des horaires, etc. On n'est pas toujours très très ponctuel, notamment dans les grandes villes. J'ai plusieurs amis qui sont des spécialistes de la demi-heure de retard quand on a un rendez-vous. Mais alors demi-heure, toujours à cause du métro, etc. Bon, c'est vrai qu'à Paris, il peut y avoir quand même si la ville est pas très grande, on peut souvent se retrouver avec un métro en panne ou quelque chose comme ça. Mais alors, eux, tu vois, t'as 1 heure de retard, c'était toujours à l'heure, quoi. Donc, en France, 5-10 minutes, c'est acceptable et il n'y a pas de problème. Mais et plus de 10 minutes. On se prévient en général. On s'écrit, tu vois, j'arrive dans. Et c'est normal. C'est vrai que le quart d'heure de politesse, déjà, quand t'es invité chez quelqu'un en France, faut arriver quand même un peu en retard au cas où la personne ne soit pas complètement prête. Mais voilà. Mais je pense dans toutes les cultures, voilà, la France c'est un peu un entre-deux entre l'extrême latino et peut-être, je crois qu'en Suisse ou en Allemagne ils sont un peu plus ponctuels qu'en France. Ils sont très ponctuels, ouais. Et en Pologne ? En Pologne ils sont assez ponctuels aussi, mais je me souviens qu'à Londres, pendant mes études, on devait trouver un stage et on avait eu une formatrice anglaise qui nous avait aidé à préparer nos CV, etc. Et une des premières choses qu'elle nous avait dites, c'est quand vous avez un entretien, venez 10 ou 15 minutes avant, mais vraiment, n'arrivez pas à l'heure. Arrivez 10-15 minutes avant. Si vous avez ne serait-ce qu'1 minute de retard, c'est très très mal vu en Angleterre. Donc voilà, c'était peut-être aussi une question parce que c'était dans le cadre professionnel. C'est vrai qu'en France, arriver en retard à un entretien d'embauche ou un entretien pour un stage, ça fait plutôt mauvaise impression, mais ça m'avait marqué en fait. Elle avait dit que c'était vraiment important d'être en avance et que les Français avaient tendance à arriver pile à l'heure ou avec 1 ou 2 minutes de retard et que ça, c'était pas acceptable. Ça. En France, 5 minutes de retard, c'est toujours l'heure, alors qu'en Angleterre, il faut être là avant. Ouais. T'as eu d'autres chocs culturels? Enfin, voilà. Moi, c'était mon exemple. On fera, je pourrais en donner d'autres, mais on va pas rester là-dessus. Mais toi, est-ce que t'as 1 ou 2 exemples de chocs culturels avec la Pologne? En fait, pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses auxquelles je me suis habitué et maintenant, ça me choque au contraire quand je rentre en France. Par exemple, en Pologne, on peut manger à toute heure dans les restaurants. Ils sont ouverts de 11h. Bon, le soir, ils ferment assez tôt, vers 22-23h. Mais entre l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture, peu importe quand vous arrivez, vous pouvez commander à manger. Alors qu'en France, il y a vraiment ces services. Donc, si on arrive à 15h dans un restaurant, on peut plus manger parce que la cuisine est fermée.
Et ça, maintenant, je me suis tellement habitué à la facilité, en fait, en Pologne, où on n'a pas besoin de réserver de table, on arrive, on mange quand on veut, etc., que quand je rentre en France, il faut que je sois un peu mieux organisé et que je retrouve tous ces réflexes de réserver avant, etc. C'est pas vraiment un choc culturel, c'est plus une question d'organisation peut-être. Non, mais si, moi je trouve que c'est un choc culturel. J'ai la même chose. Je pense que la France, c'est plutôt une rareté, à mon avis, dans le monde. Et c'est vrai que c'est relou. Relou, je sais pas si vous connaissez le mot, mais c'est l'inverse de lourd. Donc ça veut dire c'est embêtant, ça pose problème. Ouais. J'ai un ami qui était à Paris là récemment, mon ami polonais justement, et il m'a appelé au moins 3 fois pour se plaindre de Paris en 2 jours. Notamment quand il est rentré dans un restaurant à 14h, il a demandé s'il pouvait commander. Et où la serveuse l'a regardé comme s'il était complètement abruti. Elle lui a dit « Mais non, il est 14h, la cuisine est fermée. » Il a demandé s'il pouvait avoir un café. « Ben non, on vient de nettoyer la machine à café, c'est pas possible. » Enfin, la politesse. La politesse. C'est vrai que c'est plus le cas à Paris. En province, c'est un peu moins comme ça, mais on a souvent l'impression d'embêter les gens, les restaurateurs. Et ils n'ont pas envie d'avoir de clients, finalement. Ils sont ouverts, mais c'est pas pour servir les clients, c'est juste... Voilà, c'est vrai. Je pense qu'on aurait de quoi aussi faire beaucoup les choses qu'on ne supporte plus en France. Mais bon. C'est vrai. Et souvent, les étrangers ont l'impression que c'est parce qu'ils ne parlent pas bien français ou parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, etc. Mais en fait, il faut savoir que les Français sont traités exactement de la même manière. Ah oui, complètement. Donc, ce n'est pas du tout une question La différence, peut-être, c'est que nous, on répond. Enfin, voilà, on est habitués. Donc, moi, parfois, faut voir comme je leur parle quand ils me parlent mal. Mais bon. Alors, est-ce que tu voulais dire quelque chose d'autre sur les chocs culturels, peut-être Non, peut-être on va continuer sur... Effectivement, on pourrait faire tout un épisode sur ça, donc je sais pas. Si jamais ça vous intéresse, dites-le nous et on pourra faire un épisode sur les chocs culturels. Ouais. Du coup, est-ce qu'on pourrait parler, pour terminer, sur l'installation de comment trouver du travail, peut-être rapidement? Toi, donc, tu as eu au moins une expérience de travail à l'étranger, n'est-ce pas? Ouais, j'avais ce stage à Londres que j'ai fait dans un label de musique. Et là aussi, on avait reçu un bon conseil de cette formatrice qui nous avait dit il faut envoyer une centaine de CV. Ça peut sembler énorme. Et en plus, c'était pour un stage. La plupart du temps, les stages, je ne sais pas si c'est le cas partout au Royaume-Uni, mais à Londres, les stages ne sont pas rémunérés, ne sont pas payés. Mais malgré ça, c'est vraiment la loi du nombre. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir un stage, il faut envoyer une centaine de candidatures, ce qui peut sembler énorme, mais c'est la même chose partout, en fait. Donc, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, il faut envoyer un maximum de candidatures, tout simplement. Ouais. Moi, je dirais... alors, pour le coup, quand j'ai travaillé à l'étranger, j'ai eu de la chance. Non, mais j'ai bossé au Pérou comme prof. Et puis à Séville, j'ai été guide touristique. Et du coup, moi, mon conseil, encore une fois, ça se rapproche de ce que je disais par rapport au visa, c'est bien se renseigner sur les conditions de travail, ce qui est autorisé, etc. Parce que, par exemple, même quand on est dans l'espace Schengen, on a le droit de rester autant qu'on veut dans un autre pays que le sien. Ça ne veut pas dire que le permis de travail est automatique, par exemple. Donc voilà, moi ça a été finalement le plus difficile pour moi, c'est de réussir à convaincre que c'était bon, je pouvais bosser parce que j'ai mon entreprise ou parce que ce visa-là est possible, etc. Mais voilà, après sinon je retiens aussi, même conseil, le CV, et bien adapter son CV à la culture locale. Les CV sont pas toujours les mêmes. Voilà, on pourrait éventuellement vous dire comment faire si vous venez en France. Mais s'adapter et voilà, et avoir beaucoup de courage. C'est vrai. On réfléchit peut-être à faire un cours sur le travail en France, donc comment préparer sa candidature, son CV, quelle plateforme utiliser, etc. Donc on ne va pas vous en dire plus dans cet épisode, ça serait trop long. Encore une fois, oui. Mais pareil, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Maintenant, on va plutôt s'intéresser à l'aspect social de l'intégration, les relations humaines. Et pour ça, on va
écouter ou lire un message? Ouais, on a fini avec les écoutes, donc ce sera maintenant la lecture, si je le dis. Donc, on a eu une question de Tom. Donc, Tom qui nous dit qu'il est anglais, qu'il habite avec sa fiancée française en France. Ah non, qu'il va probablement habiter plus tard en France avec sa fiancée. Et donc, il est un peu inquiet parce qu'il voudrait vraiment se sentir chez lui, s'intégrer au maximum, et il a peur que son accent soit toujours un problème ou voire son caractère. Donc voilà. Donc c'est un peu à partir de la question de Tom, on va parler de nos expériences, peut-être si ça peut vous inspirer. Voilà, comment on fait pour s'intégrer, pour parler la langue, pour adapter son caractère éventuellement. Voilà, donc peut-être la première chose la plus importante, c'est les amis, se faire des amis. Hugo, est-ce que tu t'es déjà senti seul quand tu étais loin de ton pays? Ouais, surtout au début en Pologne, parce que j'avais seulement mon meilleur ami et on a mis un peu de temps avant de se faire un réseau. Donc se faire un réseau, ça veut dire rencontrer des personnes. Le réseau, en général, c'est l'ensemble des personnes que vous connaissez. On l'utilise plutôt dans le domaine professionnel, mais bon, là, je parle de manière générale. Donc, il y a eu quelques moments, effectivement, de solitude au début. Et puis, après, j'ai rencontré ma copine, donc là, ça a été plus facile. Mais c'est vrai que la meilleure façon, à mon avis, de rencontrer des gens, naturellement, c'est de faire des activités, notamment du sport. Moi, là aussi, j'ai pas pris la bonne décision parce que je vais à la salle de sport, donc c'est pas le meilleur endroit pour se faire des amis. Mais j'ai des amis ici qui jouent dans des clubs de rugby, par exemple, dans des clubs de foot, qui jouent au basket aussi avec des Polonais. Donc c'est une très bonne façon de s'intégrer, de rencontrer des gens. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de... Voilà, vous n'allez pas écrire à des gens que vous connaissez pas. Et quand on a une excuse ou un prétexte, donc une activité à faire ensemble, c'est plus facile de créer des liens, je pense. Et toi, comment t'as fait au Pérou? Alors, pour le coup, si, moi, j'ai écrit à des gens, mais plutôt dans des contextes de... les groupes Facebook de français, par exemple. Après, j'ai pris des cours d'espagnol plus tard. Une fois que je parlais déjà bien espagnol, des cours avancés pour perfectionner. Et j'avoue que quand j'ai fait ces cours, c'était pour avoir déjà une routine et pour me faire des amis, ce qui a bien fonctionné. J'ai rencontré des personnes super de tous les pays. Après, j'ai eu de la chance au travers de mon copain, mais c'est vrai que c'est pas la même chose quand c'est les amis de ton copain, la famille, ma belle-sœur, etc. Donc, je conseille effectivement de faire des activités. Si vous n'êtes pas trop sport, ce qui est mon cas, il y a plein de cours qui peuvent être sympas, de langue, de peinture, etc. Et il y a pas mal d'applications maintenant. C'est vrai on pense aux applications de rencontres amoureuses. Donc déjà, ça peut être effectivement un bon moyen de rencontrer des personnes et de pratiquer la langue. Mais il y a aussi des applications de rencontres amicales. Des applications même de voyageurs, par exemple, qui vont faire des visites. Ah oui, d'ailleurs, je me suis fait des amis comme ça aussi, en faisant des visites touristiques, en partant un peu de la ville. Et puis là, c'est quand même assez facile de parler aux gens. Donc, je pense qu'il faut tendre ses filets et beaucoup de filets, faire beaucoup d'activités, envoyer des messages sur qui veut aller boire un verre ce soir. Et il suffit de trouver une ou deux personnes pour se sentir moins seul. Et aussi, parce que moi, au début, j'évitais les Français. J'avais pas envie d'être seulement avec les expatriés français. Donc, je snobais les Français, on peut dire. Mais finalement, c'était pas une bonne idée parce que c'est toujours plus facile quand même de s'entendre avec des gens qui viennent du même pays que nous et qui sont en train de vivre la même chose parce qu'ils sont expatriés eux aussi. Et à travers ces gens, on peut rencontrer des locaux. Bah oui. Donc s'il y a des expatriés de votre pays, c'est plus facile de s'intégrer à leur communauté et à travers eux, vous allez rencontrer des francophones. Par exemple, je pense à Tom qui nous pose la question. C'est sûr que s'il va rencontrer d'autres Anglais qui sont en France, la bonne moitié sera en couple avec des Français. Souvent, ou auront des amis français. Donc, au final, on finit par rencontrer des locaux et des personnes de toutes les nationalités parce que souvent, les étrangers, ça fait des groupes souvent internationaux et il y a beaucoup de locaux qui ont un lien avec ces personnes-là à un moment donné. Mais je trouvais que le message de Tom était un peu
un peu triste parce qu'il disait notamment à la fin, je veux que mes futurs enfants soient fiers de leurs 2 parents et être complètement à l'aise dans la société. Donc en fait, c'est un peu comme s'il avait honte d'être anglais et qu'il voulait le cacher pour vraiment, pour que les gens croient qu'il est français, tout simplement. Mais il faut pas. Je pense pas que ça fait partie de notre identité, le pays d'où on vient. Et on peut être très bien intégré en France, même si on est anglais, si on a un accent, etc. Et je pense pas que ça doit être un objectif d'essayer de cacher à tout prix son identité, ses origines pour être 100% français. Non, vraiment pas. En plus, par rapport aux futurs enfants, je suis sûre qu'ils seront au contraire très fiers d'avoir des parents qui ont un accent différent, qui ont des cultures différentes. C'est quelque chose en général qui plaît. Enfin, je sais pas, moi je sais que quand j'étais petite, en France surtout, il y a beaucoup de diversité. Je rêvais d'avoir des origines étrangères. C'était c'est vrai, trop de cool. Parler 2 langues à la maison, oui. Surtout avec l'anglais, c'est un énorme avantage. Mais oui, c'est super cool. Les enfants, je pense vraiment qu'ils seront super fiers déjà d'avoir 2 origines. C'est sûr. Donc Tom, moi je te dirais plutôt d'essayer de toi te sentir bien en France, en rencontrant des gens, en faisant des choses, des activités qui te plaisent, etc. Et d'être patient, parce que tout simplement avec le temps, avec la pratique, ça va devenir de plus en plus facile pour toi de communiquer. Et même si tu gardes un accent, c'est pas grave en fait, et ça fait partie de ton identité. Moi, je parle anglais couramment depuis des années, mais j'ai toujours mon accent français que je perdrai jamais. Mais c'est bien, l'accent français en anglais, il paraît que ça plaît. En plus, il a plutôt une bonne... Bon, j'essaye au maximum quand même de... Mais l'accent en britannique, en français aussi, il a vraiment... il a ses fans, c'est vrai, donc c'est ne vrai. le perds On surtout aime bien, pas. Ouais. On aime bien le petit accent des anglophones, effectivement. Donc voilà, ne t'inquiète pas, Tom. Je suis sûr que tes enfants seront fiers de leurs 2 parents. Et voilà, sois patient et fais tout ce que tu peux pour te sentir bien en France, t'intégrer, te faire des amis. Et le reste, ça viendra naturellement. Alors, maintenant, on va passer à une dernière partie où on voudrait parler du fait de se sentir chez soi. Une fois qu'on a fait un peu tout ce qu'on a dit pour s'intégrer, à quel moment est-ce que on a vraiment l'impression d'être comme à la maison? Et est-ce qu'on est transformé d'une certaine manière quand on vit à l'étranger? Alors, on avait une question de Célia. Hugo, est-ce que tu veux la lire? Oui, alors, Célia nous avait écrit « J'aimerais savoir si vous, Hugo et Ingrid, trouvez que l'expérience d'être expatrié a changé vos idées en ce qui concerne certaines particularités françaises. Est-ce que la distance vous a permis de voir différemment les coutumes et le mode de vie en France? La vie dans un autre pays vous a-t-elle fait changer d'avis en ce qui concerne les immigrés? Êtes-vous devenu plus patient, plus compréhensif? » Alors, pas mal de questions intéressantes. Alors oui, je suis devenue plus patiente déjà, je peux dire oui. Beaucoup plus patiente. Pourquoi tu es devenue plus patiente? Parce qu'il faut toujours attendre au Pérou. Donc maintenant, je peux arriver à un rendez-vous, la personne n'est pas là. Au lieu de m'énerver, j'attends. Il n'y a pas de problème. Et je pense que là, elle voulait aussi dire, est-ce que de manière générale, on a plus d'empathie avec les étrangers qui vivent en France, parce que nous, on a vécu cette expérience d'être étranger. Donc, moi, je pense que j'avais pas mal d'empathie déjà à la base. J'étais assez patient. J'étais toujours content de rencontrer des étrangers, de parler avec eux. Donc, je pense pas que ça ait changé particulièrement. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point c'est difficile. Et aussi à quel point c'est difficile d'apprendre la langue, notamment en donnant des cours de français. Parce que c'est vrai qu'en France, on a cette tendance... Enfin, on a beaucoup d'exemples d'étrangers qui ont appris parfaitement le français. Et du coup, on se dit que c'est seulement une question de bonne volonté et que si quelqu'un veut vraiment apprendre le français, il peut le faire en 2-3 ans sans problème. Et c'est loin d'être si facile. Donc voilà, moi je m'en suis rendu compte, notamment avec le polonais. Il faut être patient et même si quelqu'un parle en faisant des erreurs, ça ne veut pas dire qu'il ne met pas de bonne volonté pour apprendre la langue, mais simplement que c'est un processus qui prend du temps.
Moi, je pense que j'ai toujours été, de toute façon, plutôt pro-immigré, etc. Mais sans m'identifier, un peu par nature. Voilà, c'est mes valeurs. J'essaye d'être ouverte avec tout le monde, mais sans avoir spécialement de l'empathie, en me disant que c'était difficile. À part au niveau, évidemment, j'avais conscience que certains souffraient de racisme. Mais là, on parle un peu plus, même au-delà de ça, qui peut aussi arriver entre personnes qui viennent du même pays. En fait, il y a un dicton un peu, un peu bateau, un peu cliché, mais que j'ai compris. C'est un accent est un signe de courage. En fait, c'est au contraire maintenant quand j'entends quelqu'un avec un accent. Avant, c'était plutôt neutre pour moi. Cette personne a un accent. Maintenant, je me dis, ouais, dis donc, il parle super bien. Ça se voit que c'est pas sa langue maternelle et c'est trop bien. Et voilà. Et j'ai appris à être fière de mon accent. Je sais que j'aurai toujours un accent en espagnol. Et donc, par rebond, je trouve que voilà, ceux qui parlent en français avec un accent ont vachement de mérite. C'est vrai, c'est vrai. Et concernant les coutumes et le mode de vie en France, à part cette histoire de restaurant, est-ce que tu t'es rendu compte de choses dont tu n'avais pas vraiment conscience avant ton expatriation? Alors, il y a quelque chose de très important et plutôt positif pour la France, pour pas seulement descendre la France. Je me suis rendu compte à quel point on avait des droits sociaux et à quel point on a une mentalité de chercher ses droits, de se battre, etc. C'est vrai que j'ai souvent été, quand j'étais avec des étrangers, la grande gueule, celle qui veut pas laisser passer les choses, celle qui dit non, on va leur dire, il faut appeler, il faut. Alors que en France, tout le monde est comme ça. Enfin, tout le monde, en tout cas, je me suis jamais sortie du lot plus que ça. Mais c'est vrai que finalement, je me suis rendu compte, c'est vrai qu'on a une mentalité différente et c'est plutôt pour moi une bonne chose. Donc voilà. Et puis évidemment, après, tu parlais des restos. Encore une fois, il y a plein de petits détails qui sont plutôt du côté négatif. Voilà, que les Français soient aussi stricts sur les horaires, des choses comme ça. Mais voilà. Et toi, du coup, tu as d'autres exemples de choses qui t'ont fait voir différemment la France ? Ouais, en fait, moi, il y a eu... Mais bon, c'est lié à un changement qui est arrivé dans ma vie, mais le fait que je sois devenu vegan, ça m'a fait prendre conscience d'à quel point la cuisine française est accro à la viande, aux produits laitiers, etc., aux matières grasses. Et c'est vrai qu'on ne peut pas cuisiner quoi que ce soit en France sans qu'il y ait de la viande, du beurre, et c'est très très difficile d'être vegan en France. C'est en train de changer, mais c'est vrai qu'il y a des cuisines qui se prêtent, qui s'adaptent mieux au véganisme que la cuisine française. Donc, j'ai vraiment pris conscience de ça ces dernières années. Et il y avait autre chose, c'est pas vraiment un choc culturel, mais c'est quelque chose qui est assez bizarre. C'est quand je pars en vacances à l'étranger, que je rentre en Pologne, et que rentrer en Pologne, en fait, c'est ma maison. C'est toujours une expérience un peu bizarre. Ah ouais ? Tu vois ? De me dire... que c'est chez toi, que c'est pas un autre voyage, quoi, c'est la maison. Exactement, ouais. Exactement. Que je pars en vacances, je sais pas, ou même je vais voir des amis en Allemagne, et quand je rentre chez moi, c'est Varsovie, c'est pas la France. Ah oui. Mais après, quand je rentre en France voir ma famille, c'est aussi chez moi. Donc ça, c'est toujours une expérience un peu bizarre. Ah, et t'as 2 chez toi maintenant. Ouais. Les premières années, c'était un peu... Parfois, c'était un peu déprimant, surtout quand je rentrais en Pologne et que c'était l'hiver, et Varsovie peut être un peu déprimante en hiver. Et là, la France me manquait, mais maintenant, j'ai vraiment... quand je rentre à Varsovie après les vacances, c'est chez moi et je suis content d'être à Varsovie. C'était vrai, c'est un peu ça. Attends, je voudrais juste dire un truc, parce que là, ce que tu as dit à la fin sur le véganisme, ça m'a fait penser à quelque chose que je voulais dire à un moment donné et que j'ai pas dit. Et qui va peut-être te décevoir. Ok. Alors, quand je suis partie au Pérou, j'étais végétarienne depuis au moins 2 ans et j'ai pas tenu. Un peu par manque de volonté en étant isolée, parce que je pense que quand vraiment, vraiment tu veux, tu peux. Mais là-bas, en fait, le mot pour dire viande,
qui est la traduction de viande. Si tu dis que tu n'en veux pas, tu veux pas de carne, ils donnent du poulet. Voilà, par exemple. Donc, surtout au moment où j'y suis allée, donc c'était il y a déjà 4 ans. Maintenant, peut-être que ça commence à se développer petit à petit, mais dans les restaurants, il n'y a pas d'option végétarienne. À la maison, quand tu es avec la famille, si tu demandes sans viande, ça les gêne parce qu'ils ont l'impression de pas assez bien te servir, etc. Et donc, petit à petit, j'ai fait des exceptions et l'exception est devenue arrêtée complètement. La règle. Je suis une croyante non pratiquante en matière de végétarisme, même de véganisme. Je trouve que voilà, c'est ce qu'on devrait tous faire. Mais le fait de vivre à l'étranger et de vouloir m'adapter et ne pas me compliquer la vie, j'ai arrêté. Donc voilà, c'était un détail que, comme ça, je te l'avoue. Faut venir en Pologne. En Pologne, c'est très facile. Donc, voilà, je ferai ça peut-être. Qui sait, peut-être que... Parce que là, je suis retournée en France. Tu parlais de se sentir chez soi. Moi, je sais pas, je me sens... Le Pérou, c'est ma maison. Vraiment, c'est ma maison. En plus, c'est là où j'ai vécu longtemps, où il y a ma belle famille, etc. Mais c'est pas l'endroit où je veux vivre toute ma vie. Et là, je suis rentrée en France et c'est pas l'endroit où je vais vivre toute ma vie non plus. Donc, qui sait, peut-être un jour un autre pays qui soit plus vegan friendly. Mais voilà. Toi, tu disais que tu te sens comme à la maison, mais en même temps, tu nous as dit au début que tu n'étais pas sûre d'y rester tout le temps. Comment tu te situes par rapport à ça? Ouais, c'est vrai. Simplement, depuis quelques années, j'ai envie d'être plus proche de ma famille et de mes amis. Et je me considère toujours quand même 100% français. Et ça fait déjà quelques années qu'on en parle avec ma copine, mais je pense qu'on va finir par rentrer en France. Enfin, moi, je vais rentrer en France et elle va déménager en France. Mais le problème, c'est que si on rentre en France, la plupart de mes amis sont à Paris, ma famille habite pas très loin de Paris, donc ce serait un peu le choix logique, mais j'ai pas du tout envie de recommencer à vivre à Paris pour plein de raisons, mais notamment les raisons matérielles, etc. Donc si on rentre en France, je sais pas où on s'installerait. Venez à Toulouse. Peut-être à Toulouse, ça, on ouvre des bureaux à Toulouse. C'est ça, on ouvre une école. Moi, je serais peut-être partie d'ici là. Donc... Voilà. Non, mais j'ai des amis français qui ont trouvé une bonne solution maintenant, c'est qu'ils passent l'hiver à Tenerife ou dans les îles Canaries, etc. Ah oui. Donc comme ça, parce que l'été en Pologne, c'est assez sympa, il fait beau, mais il fait pas non plus excessivement chaud. Mais c'est vrai que l'hiver est assez difficile et déprimant parfois. Donc eux, ils passent l'hiver au chaud et l'été au frais. Ah oui. C'est vrai que moi, je pourrais faire l'été au Pérou et l'été en France parce que comme les saisons sont inversées. Par exemple. C'est bien. Donc c'est peut-être ça la solution, d'être tout le temps entre deux pays, mais je pense que là, on a le risque de devenir schizophrène. Ouais, c'est vrai. Puis ça dépend qui est dans notre vie aussi après. Donc il y a plein de questions qui se posent. Mais en tout cas, on peut se sentir chez soi quelque part sans vouloir y rester. On peut s'expatrier et rentrer un moment et repartir. Enfin, il n'y a pas de règle. Et tout ce qu'on a dit avant, ça s'applique que ce soit pour 6 mois, 1 an ou une durée limitée. Exactement. Je pense que ça va être la conclusion de cet épisode, cette note optimiste. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aller sur le site pour lire la transcription également, à nous poser vos questions, faire vos remarques, vos suggestions, etc. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut! Ciao!